15e feuille. La petite icône. Quand il vit l'icône du Christ, il se souvint de la petite. Il faisait nuit noire, et pourtant la petite était venue comme les autres. Elle avait un but. Elle voulait voir le voleur de près. Elle le connaissait seulement de réputation. Mais maintenant, elle voulait toucher l'homme, celui qui l'avait touché sans la voir. Le voleur parlait depuis des heures. Il était infatigable. La lutte l'exigeait, et le voleur le faisait. La petite écoutait chaque mot et gardait le cadeau dans sa menotte. Elle l'avait volé pour lui offrir quelque chose. Elle ne possédait rien. C'était seulement un petit corps anonyme au milieu d'une sombre nuit. Cependant, quand le voleur la toucha, il illumina sa vie. Il avait raison. Une seule bougie suffit à éclairer l'obscurité. Elle décida ce jour-là de lui faire un cadeau pour qu'il sache que les êtres qui devenaient des hommes l'aimaient. Quand le voleur termina, et que les hommes partirent, la petite s'approcha de lui. Il la vit qui se tenait droite et le regardait. Il la reconnut. C'était la 2e fois qu'il la voyait, comme toujours. Il lui parla tendrement, comme un père à sa fille. Elle le regardait comme on regarde le soleil, avec admiration et crainte. Elle ne savait pas quoi dire et tenait serré son cadeau. Lui seul pouvait l'aider. Enfin, elle n'y tint plus et le lui donna. Elle le surprit, mais lui ne dit rien. Il regarda le cadeau de la petite et vit l'icône du Christ. La petite avait fixé son regard au-dessus de lui. Elle s'inquiétait. Seulement quand elle vit les yeux embués de larmes du voleur, elle comprit combien elle l'avait touché. Maintenant, il savait comme elle l'aimait, et sa petite âme aussi. Elle lui avait donné l'icône du Christ pour qu'elle le protège, mais pas juste pour cela. Et maintenant qu'il revenait encore pour les sauver, il portait à la ceinture, à côté de son pistolet, la petite icône de bois. 16e feuille. L'échelle de la vie. Il faisait nuit, quand le voleur arriva sur la ville vêtue de noir, pour la seconde fois. Là-bas, dans le temps, sa vie était devenue une gravure. Chaque blessure du bois était aussi la sienne, et chaque gorge noire était un de ses jours. Dans le silence de l'occupation, il entendait les sons de la liberté et traçait sa route. Il ressentait en lui sa rose et reprenait courage. Il marchait seul, mais à ses côtés, il avait toujours sa présence, celle qu'il nommait sa vie. Il montait sur la pierre noire de son âme et l'accompagnait, les pierres blanches de sa vie. Il gravissait l'échelle de son destin et s'arrêtait à chaque pétale, comme les anciens, sur les chemins de pierre. Au début, il fallait du courage, après de l'audace, et à présent, après sa première mort, le voleur n'était qu'audace. Son existence était devenue une nécessité, comme dans le temps, sa vie. L'occupation avait écrasé toute sa terre. Il le voyait sur chaque maison, sur chaque regard de la ville. Pourtant sa patrie blessée l'attendait, et lui était déjà en retard. Il devait arriver avant qu'elle ne tombe pour la dernière fois. La résistance voulait un sacrifice, et le voleur était ce sacrifice. Quelqu'un devait construire l'échelle de la vie pour les suivants. Tel était le but du voleur, son seul but. Il n'avait à présent plus rien à perdre. Le jeu était terminé. Seulement les règles avaient été changées. Le voleur ne suivait plus aucune règle désormais. La nécessité avait brisé les frontières de la mort et de la vie, et à présent il devait voler la liberté. 17e feuille. Le lac de la mémoire. Le petit-fils du voleur se rappelait les paroles de son père, et c'était comme s'il les voyait devant lui quand il faisait le tour du lac. Chaque point lui rappelait le premier voyage du voleur, et même les minarets étaient un témoignage. Immobiles de terreur, provoqués par le passage du voleur, ils admiraient la beauté et la bravoure de sa bien-aimée, les 30 baisers du soleil, qui l'accompagnaient où qu'il allât, même dans les endroits les plus sombres de sa patrie occupée par les Turcs. Seul sur le lac, il regardait son horizon. Enclavé dans la terre, il baignait le pays. Le lac était le seul à lever le soleil. Il avait bu tout son poids. Le petit-fils les voyait enlacés, comme s'ils étaient l'âme et la vie du même corps. Le cadeau de la vie
et le rocher de l'âme naviguait sur le lac de la mémoire. Quand il passa derrière la petite île, et qu'il fit face aux morceaux de son peuple, la douleur de son cœur devint insupportable. Il savait que le voleur avait pleuré leur misère. Cependant, au même endroit, il avait pris sa décision. C'était ici qu'il livrerait la bataille de sa vie, même si son âme devait mourir 2 fois. Dans ses bras, il avait les 30 baisers du soleil, et la terre devint corps. Il regardait l'île et voyait la mémoire du futur. Un jour, sa patrie aussi serait libre, sur le bleu de la mer et sous le blanc du ciel. Seulement le soleil devait tourner, et la nuit devait passer. À son retour, quand le lac se confondait désormais avec le ciel, et que la ville était devenue une ligne lumineuse, le petit-fils vit ses ancêtres retourner sur leur terre. La vie et l'âme avaient volé la mémoire du lac pour semer la graine de la liberté au sein de la résistance et du sacrifice du peuple. 18e feuille. Les épées du temps. Dans la vieille ville, le temps s'était arrêté, et ses épées demeuraient immobiles. Un seul homme pouvait entendre le son de son secret. Son regard ne suivait que les cercles de ses mains. Une étrange loupe sur son œil droit observait les engrenages cachés du temps. Tout son monde tenait dans une paume, seulement cette paume créait l'univers. Avec précision, sa main touchait le cœur de métal et brisait les limites de la nature comme le lui avaient appris les anciens du pays des montagnes. Auprès d'un autre lac, il lui avait enseigné les secrets du temps. C'était alors qu'il avait appris que les plus grands voyages étaient immobiles. Le monde entier voyageait sur lui, et lui, immobile avec ses instruments rares, touchait les profondeurs du temps. Là-bas, il rencontra pour la première fois le terrible voleur. Là-bas, se confondirent le grand et le petit monde. C'était comme si l'un attendait l'autre. La technique embrassait l'art, et l'art le monde. Alors le temps offrit ses épées aux voleurs. L'un était seul capable de les concevoir, et l'autre seul capable de les manier. Dans ce nouveau combat que livrerait le voleur, il avait besoin de toute la force du temps, car il était seul. Pourtant, en cet instant, il comprit qu'il serait souvent seul, et c'est ce qui arriva. Comme les épées du temps qui déchiraient continuellement le jour et la nuit, pour que naissent de nouveaux jours et de nouvelles nuits, ainsi l'âme du voleur déchirait continuellement ses vies. Immobile au sein des vies, l'âme serait la seule qui voyagerait réellement. C'est cela que vit son ami ce jour-là, et c'est pour cela qu'il lui avait offert les épées du temps. 19e feuille. Poignée de lumière. Comme ses amis le savaient, elle aussi le savait. Le voleur viendrait les chercher où qu'ils soient. Il ne leur avait fait aucune promesse, mais sa vie entière était une promesse, et tous le savaient. Bien qu'ils aient appris sa mort, tous l'attendaient. La mort ne pouvait lui résister. Toutes les poignées de vie vivaient dans l'espoir de sa venue. Seulement lui, comme l'espoir, n'espérait rien. L'avenir serait son œuvre. S'il le fallait, son âme, comme le lac gelé, soulèverait le poids d'une armée. Même mort, il enlaçait la vie. En vie, sa blessure était une caresse. Sa main était une poignée de lumière au milieu de la nuit. Tous le savaient, mais elle le ressentait. Il avait livré le combat des corps, et elle avait ressenti la force de son amour. Chacune de ses pensées savait combien leur couple n'était qu'un seul et même être. Mais à ces moments où les corps devenaient un dans la nuit de l'occupation, où se brisaient leurs frontières, elle ressentait la solitude de son humanité. Et là-bas, où les relations n'existaient plus, elle voyait l'étendue de son monde. Tous les cris de la haine se taisaient face à la force du silence. Dans ses mots à elle et ses pensées à lui, revivaient encore leur patrie. C'était sa vie à lui et ses pensées à elle. L'occupation avait peut-être volé les étoiles de sa patrie. Elle savait que son alter ego, le voleur de nuit, les rapporterait à nouveau une par une, même s'il fallait brûler les poignées de vie.
20e feuille. Le destrier de la nuit. Ses armes impitoyables, ses terribles sabots n'avaient rien oublié. Son opulente crinière cachait les blessures des combats qui étaient devenus les symboles de la résistance. Il vivait seul. Personne n'osait l'approcher encore, et c'est ce jour-là qu'il entra dans l'église. Tous savaient que le quadrupède était l'alter ego du voleur. Jamais encore il n'avait accepté les chaînes des hommes quand il rencontra le voleur. Il le distingua des autres car il ne possédait rien. Ils partageaient le même monde, la même époque. Ils vivaient indépendants. Leur terrible alliance se fit quand les conquérants arrivèrent pour leur prendre, pour s'emparer de leurs terres. Alors l'un devint le porte-bonheur de l'autre. Chacun des deux se battait pour l'autre. C'est seulement alors qu'ils retrouvèrent leur lame de fer pour résister aux croissants qui voulaient empiéter sur la terre du soleil. Tout s'obscurcissait pour faire apparaître la puissance lunaire. Seulement tous deux gardaient profondément en leur sein les morceaux du soleil. Ils se remirent à porter les autres, mais ils étaient toujours seuls, même avec les autres. Tous savaient qu'ils tailleraient en pièces de leurs lames de fer ceux qui obéissaient à l'argent, et personne ne voulait se trouver près d'eux à l'heure du combat, tant ils craignaient la tempête qu'ils provoqueraient. Quand le voleur partit, le destrier ne s'inclina pas devant la lune. Il attendait la fin de l'éclipse. Il se tenait au cœur de la nuit de l'occupation. Mais tous savaient qu'il attendait que brille à nouveau le soleil. Ils comprenaient que le jour du jugement dernier était arrivé.